Aujourd'hui, dans Ticosé, j'ai le plaisir de recevoir une invitée engagée, brillante et profondément ancrée dans les réalités ultramarines. Marie-Élie Grandbois est étudiante en master de sciences économiques et sociales à la Sorbonne Université, où elle consacre ses recherches à un sujet stratégique, l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie, avec une approche à la fois économique et sociale et environnementale. Très investie dans la valorisation des Outre-mer, elle est également présidente de l'association Sorb Outre-mer qui accompagne les étudiants ultramarins à Paris, tout en faisant rayonner leur culture à travers des actions de soutien personnel, académique et financier. Élue représentante de son UFR, elle participe activement à la vie universitaire. Et ce n'est pas tout. En parallèle de son parcours académique et associatif, elle est collaboratrice parlementaire à l'Assemblée nationale pour un député des Outre-mer. Une jeune femme à suivre, engagée et sur tous les fronts universitaires, politiques, associatifs, pour faire entendre la voix des Outre-mer. Merci Marie-Élie d'avoir accepté l'invitation d'Anticosé. Merci Kéza pour cette très belle présentation et pour l'invitation également. Ma première question pour toi, c'est sur justement ton sujet de recherche. Donc tu travailles sur l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie. À ton avis, cette filière, qu'est-ce qu'elle dit du rapport économique entre la France et la Nouvelle-Calédonie? Eh bien, ce sont des recherches qui sont hyper intéressantes et cette filière, elle dit beaucoup sur le rapport économique entre la France hexagonale et la Nouvelle-Calédonie, mais elle dit énormément également sur la société calédonienne. Parce qu'il faut savoir qu'avant le développement de cette industrie, qui au final est maintenant quasiment l'unique industrie de la Nouvelle-Calédonie, il y avait de l'agriculture. D'ailleurs, les viandes qui ont été envoyés en France en renfort pendant la Première Guerre mondiale, si je ne me trompe pas, venaient de Nouvelle-Calédonie. Donc on avait vraiment une agriculture qui était dominante sur le marché, qui était assez présente. Agriculture et élevage. Et élevage également. Okay. Et avec l'industrie du nickel, on a eu une transformation à la fois de l'économie calédonienne et de sa société. Puisqu'aujourd'hui, on a des familles qui se succèdent dans justement cette industrie du nickel. Et l'élevage a été mis de côté? L'élevage a malheureusement, pour la Nouvelle-Calédonie, été mis de côté. Oui. Et donc, on s'est retrouvé avec une économie assez basée sur le nickel. Après, elle apporte beaucoup à la Calédonie. Mais la question que je pose, en tout cas dans mon mémoire, c'est aussi ce qu'elle apporte aux Calédoniens concrètement. Aux autochtones. Aux autochtones en particulier. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu en déduis là? Parce que ça fait un petit moment quand même que tu travailles sur ces sujets. Pour l'instant, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, bon, un petit moment, je dirais pas que je suis au point d'un doctorant. Hein. Pour l'instant, je suis encore en master. Mais ça nous en dit quand même pas mal sur la manière dont, je trouve, les Outre-mer en général sont perçus par le centre. Sont perçus par l'Hexagone et le pouvoir central en particulier. Puisque ce que j'ai trouvé intéressant, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'étudier le nickel calédonien, parce qu'on aurait pu me dire, je suis guadeloupéenne, j'aurais pu travailler sur l'industrie de la banane ou je ne sais quoi. Mais je trouve que la Calédonie est un parfait exemple et peut-être même le premier laboratoire qui a permis ensuite de voir comment on allait traiter le reste des territoires d'outre-mer. Donc c'est là où j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis ensuite, comment on traite également les périphéries, comment le pouvoir central traite les périphéries. Il y a une historienne ou sociologue américaine justement qui dit que les périphéries, les banlieues et les outre-mer, ce sont vraiment des bases et des laboratoires pour voir ensuite comment on va fonctionner avec le reste du pays. Et je trouve que la situation calédonienne est un bel exemple. Et même aujourd'hui, avec l'actualité où on a eu la signature d'un accord historique entre la France et la Nouvelle-Calédonie, où on va peut-être avoir une binationalité franco-calédonienne, qui l'aurait cru lors des derniers événements. Donc je trouve ça assez intéressant et je trouve que ça fait le lien avec toutes les questions d'évolution institutionnelle des territoires d'outre-mer, en particulier pour la Guadeloupe. Je suis guadeloupéenne, donc
Donc, ouais, je fais un petit peu les liens entre toutes ces histoires, quoi. D'accord. Ben, je rebondis sur le fait justement qu'en Guadeloupe, je crois que c'était le 21 juillet, Oui. il y a eu une consultation citoyenne à la région Guadeloupe sur les questions justement d'évolution institutionnelle. J'ai fait mes recherches et j'ai vu que tu avais intervenu, que tu avais posé des questions, que tu avais fait des propositions. Pourquoi, toi, étudiante à la Sorbonne, déjà super engagée sur ces questions, tu as voulu être présente en Guadeloupe à ce moment? Alors, c'est vrai que les questions d'évolution institutionnelle, je m'y intéresse depuis pas si longtemps que ça, en fait. Parce que je voyais pas forcément l'intérêt et surtout, je me disais que c'était un sujet qui était beaucoup abordé, mais au final, est-ce qu'on avait vraiment un calendrier? Est-ce qu'on voulait aller quelque part? Est-ce que c'était pas par pur but électoraliste au final? Mais j'ai discuté, donc, et je le remercie d'ailleurs pour l'invitation, avec Kevin Beltou qui est de la région, de l'antenne Paris de la région Guadeloupe, qui est le directeur de l'antenne Paris de la région Guadeloupe, et qui fait souvent le lien entre les associations ultramarines comme la nôtre et la région, et ce qui se fait sur le territoire. Il a beaucoup cette vision où il faut quand même intégrer la diaspora au projet. Donc, je le remercie pour ça. Et donc, il m'a parlé de cette consultation citoyenne. Il m'a dit, ce serait vraiment bien qu'il y ait des jeunes qui s'expriment, qui disent ce qu'ils pensent de ce projet d'évolution institutionnelle. Et là, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je travaillais dessus, notamment dans mon cadre de collaboratrice parlementaire à l'Assemblée nationale. Et je me suis dit, ça sera effectivement le bon moment. Donc, j'ai un petit peu sondé les gens de mon association qui se posaient des questions déjà depuis le congrès sur l'évolution institutionnelle et sur ce que ça apporterait vraiment. Et je regrette pas, finalement. Je regrette pas d'y être allée parce que ça m'a permis de voir un petit peu quels étaient les différents avis des différents partis politiques, des différents syndicats. Et on voit quand même qu'on a une dualité en Guadeloupe. Hein. On a ceux qui disent « Ah non, on n'est pas prêt. C'est pas la peine de parler de ça. La Guadeloupe, ça va pas le faire. Faut même pas penser. » Alors que on en a d'autres à côté qui sont « Faut foncer, faut y aller. On va vers l'évolution institutionnelle. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus garder cette relation qu'on a avec l'Hexagone, avec le centre telle qu'elle est. Elle ne nous valorise pas. Donc, il faut absolument changer. » Donc, on a mais à ton avis de jeunes Guadeloupéennes, puisque voilà, on dit toujours que l'avenir appartient aussi aux jeunes. Donc, à ton avis, est-ce qu'une évolution institutionnelle pour la Guadeloupe est nécessaire actuellement, et si elle est nécessaire sur quel sujet, sur quel domaine? Je fais partie de ceux qui disent qu'elle est nécessaire, parce que j'estime que la relation que nous avons avec le pouvoir central, avec la France hexagonale, ne peut plus durer. Simplement, avec le gouvernement Macron ces dernières années, on a eu tellement de propos insultants envers les ultramarins, envers les Guadeloupéens. Ne serait-ce que le propos de Darmanin, là, il me reste encore à la gorge. L'esclavage, c'est la France qui l'a aboli. Non mais franchement, à qui on vient de dire ça? Donc je pense qu'il y a un manque de respect qui fait que, en particulier chez ma génération, on se dit non, c'est pas possible. Mais est-ce que tu penses que l'évolution institutionnelle à voir avec le manque de respect, et à quel moment? En fait, dans le propos de Darmanin, alors je me permets, quand il dit on devrait remercier la France d'avoir... non, on devrait remercier la République. Oui, la République. La République d'avoir aboli l'esclavage. Qu'est-ce que tu... Enfin, peut-être le ton... Le ton a été, on va dire, condescendant, mais pour toi... Enfin, qu'est-ce que tu entends par un propos insultant? Parce que la République, c'est qui, en fait? La République, c'est nous. La République d'avant, celle qui a aboli l'esclavage, on y est, on est dedans. Oui, bien sûr. Les territoires, les habitants des territoires, il y a déjà des députés, il y a déjà des députés, on va dire, afrodescendants, il y a déjà des députés des territoires, même des territoires qui ne sont plus, comme par exemple le Sénégal, il y avait Blaise Diagne. Il y a déjà des députés afrodescendants à l'Assemblée nationale qui luttent pour l'abolition de l'esclavage. Bon, je ne sais pas si Darmanin... Voilà. Lui ne voyait pas la République comme ça. Voilà. Parce que quand il parle de République, je ne pense pas qu'il nous inclut dans la République. C'est sa République à lui, sa vision de la République, qui n'est pas la même que la nôtre. D'accord. Quelle est ta vision de la République?
Alors là, dans ma vision de la République française, c'est une république qui quand même inclut tous ses citoyens, avec les histoires diverses et variées. Une république aussi qui reconnaît. Qui reconnaît les mots qu'elle a pu causer, qui reconnaît. Et pour moi, la reconnaissance, par contre, j'ai un avis très, très arrêté là-dessus, ne se fait pas que par les déclarations et la symbolique. La reconnaissance se fait aussi de manière financière, parce que les gains ont été financiers. Donc voilà, c'est ça ma vision de la République. On voit déjà une jeune, une future politicienne. Hein. On sent déjà. Donc justement, on va revenir à ton association. Donc tu es présidente de l'UFR, à ton université. Oui. Et tu es aussi présidente de Sorbe Outre-mer. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Sorbe Outre-mer et ça fait combien de temps que ça a été créé et qu'est-ce que vous y faites? Voilà. Oui. Alors, je ne vais pas froisser quand même la présidente de mon UFR. Je ne suis pas la présidente, je suis juste élue. D'accord, voilà. Tu es élue, d'accord, ok, élue, d'accord. Alors, je n'ai pas fait bien mes devoirs. Mais alors, au niveau de Sorbe Outre-mer, donc c'est une association qui a été créée en 2017 par 2 étudiants de la Sorbonne. En tout, ils étaient 5. Mais on a quand même gardé deux vrais étudiants qui ont fondé cette association. Parce que c'est pourtant récent, mais à cette période, lorsqu'ils arrivaient en Île-de-France, on leur disait « Zoukla, c'est celle médicament nouni, vous buvez du rhum, vous parlez créole. » Voilà, c'est vraiment les clichés, sans pour autant nous connaître plus que ça. Et aussi, pour eux, les Outre-mer, c'était vraiment Guadeloupe, Martinique, Guyane. C'était pas La Réunion, la Réunion peut-être à la limite. Mayotte, n'en parlait pas. La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, Saint-Pierre-et-Miquelon, on ne parle pas de ça. Donc il y avait vraiment un besoin de, on va dire, reprendre la parole, reprendre son propre narratif, définir qui nous sommes, réfléchir aussi sur l'avenir de nos territoires ensemble. Donc c'est dans le volet un petit peu étude des territoires d'outre-mer, qui font partie des valeurs de l'association. Et puis ensuite, promotion de la culture des territoires d'outre-mer, donc à travers peut-être des expositions ou des conférences qui réfléchissent tout simplement sur des sujets culturels. Et puis quand je suis arrivée à la présidence de cette association, enfin coprésidence de cette association, j'ai souhaité ajouter un petit volet accompagnement des étudiants ultramarins. Et donc ça, c'était plutôt par des actions telles que des distributions alimentaires, des brunchs solidaires pour ceux qui passent Noël tout seuls, parce qu'avec l'augmentation des prix des billets d'avion, c'est pas tout le monde qui rentre. Avant, on rentrait quand même... on était beaucoup à rentrer l'hiver. Là, je crois qu'il y en a 2 seulement qui sont rentrés. Donc, c'est plus du tout le même contexte. Et nouveau contexte dit nouvelles mesures, essayer de trouver des solutions pour ne pas perdre ce lien si fort et si cher qu'on a avec nos territoires. Donc, selon toi, en tant que présidente de Sorbe Outre-mer, qui est une association qui réunit l'ensemble des étudiants qui arrivent des territoires et qui viennent faire leurs études en France hexagonale, selon toi, ils ont besoin de quoi quand ils arrivent comme ça, le plus urgent pour eux? Voilà, pourquoi ils font appel à vous? Pourquoi ils adhèrent à cette association? Oui, je dirais que les étudiants ont besoin de vraiment 2 choses. Déjà, c'est la préparation. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé un guide étudiant. On a essayé un petit peu de faire des sondages autour de nous, parmi les membres de l'association, mais aussi avec des lycéens, pour voir, écoutez, quand vous avez votre acceptation Parcoursup, c'est quoi les premières questions que vous vous posez? Quelles sont vos inquiétudes? Quelles sont les inquiétudes aussi de vos parents? Parce qu'il y en a qui partent pas pour des raisons financières, par exemple. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire un guide qui regroupe un petit peu tout ce dont un étudiant a besoin. Donc, avec quoi je pars dans ma valise? Quelles sont les bourses proposées par nos différents territoires? Comment je peux faire financer mon billet d'avion? On a mis un petit peu les dispositifs de la DOM, etc., les dispositifs des ministères aussi. Et puis, on a mis un petit peu une partie sur maintenant quand j'arrive, parce qu'on a répondu à la première question avant le départ, et puis ensuite après le départ. Et c'est là que vient vraiment tout l'accompagnement de notre association et pourquoi les membres intègrent notre association. Puisque quand j'arrive, déjà, je me pose la question de comment je m'habille, puisque... mine de rien, il y a un choc culturel. Les gens ne s'habillent pas de la même manière à Paris que dans les territoires d'outre-mer. Donc, c'est le premier truc. On a envie de s'intégrer à la fac. Déjà, on ne parle pas comme nous. La plupart, on arrive, on a un petit accent. Donc, il y a un petit peu toutes ces questions. On a besoin de s'adapter. Mais dans l'adaptation, on a aussi besoin de se retrouver.
On a aussi besoin de se retrouver avec des gens qui vivent la même chose que nous. Parce que même si on partage avec, par exemple, les étudiants de province, le fait d'être loin des parents, eux, ils ont quand même la possibilité, pour la plupart, de rentrer le week-end ou même quand il y a des vacances d'une semaine ou 2 semaines. Quand tu as un billet qui coûte 2000 €, c'est pas le cas. Tu peux pas rentrer pour 2 semaines, quoi. Donc, il y a ce besoin de se retrouver. Et puis, il y a aussi ce besoin de sentir qu'on participe à la vie de nos territoires, même si on n'est pas dedans. Donc, c'est là où on va agir avec les conférences. On va essayer d'aborder les sujets typiques, quoi. Donc, l'année dernière, on en avait fait une sur les différents statuts des territoires d'outre-mer et quelles sont les évolutions. Donc, en soi, le sujet m'intéresse depuis longtemps. Je dis ça, mais il m'intéresse depuis longtemps. Et puis ensuite, on a fait une en décembre dernier sur les peuples autochtones de Guyane, ce que c'est que le militantisme autochtone, ce que ça engendre. Donc, c'était hyper intéressant. Et puis, on en a fait aussi sur les identités. Notre identité afro-caribéenne pour, du coup, les afro-caribéens. Et normalement, cette année, il y en aura un plutôt sur les identités des territoires qui se situent vers l'océan Indien. Donc, voilà. On essaie un peu d'aborder tous les territoires, toutes les histoires, et sentir que même si on est loin, on a cette proximité, quoi. Et cette association existe depuis combien de temps ? Depuis 2017, donc c'est pas très longtemps, récent, ouais. C'est assez récent. Et puis aussi pendant le Covid, on a vraiment eu une phase d'arrêt, quoi, puisque on n'allait plus à l'université, donc la vie sociale était différente. Et là aussi, pour les étudiants ultramarins, il y en a beaucoup qui ont arrêté les études ou sont rentrés dans les territoires d'origine parce que c'était trop dur. C'était trop dur de rester dans un studio confiné. Donc, ça pose des questions sur ce qu'on vit. Et ce qui nous fait le plus plaisir dans cette association, c'est la possibilité d'avoir une vie sociale pour certains. Parce que j'ai oublié de dire que c'est une association qui est basée à la Sorbonne, mais on a des étudiants de toutes les universités d'Île-de-France. Et on n'a pas que des étudiants, en fait. On a des jeunes actifs. On a même des alumni qui, eux, nous disent « Ah, moi, j'aurais trop aimé qu'il y ait une asso comme ça quand je faisais mes études. Ça m'aurait tellement aidé. » Donc ça fait plaisir. Ça fait aussi plaisir d'entendre « Écoutez, si j'ai pas fait une dépression cette année à cause des études, c'est parce qu'il y avait l'asso et qu'on faisait des trucs à côté, quoi. » Donc toi, voilà. tu es étudiante à la Sorbonne, tu travailles sur les sujets du nickel en Nouvelle-Calédonie, tu es aussi présidente de l'association Sorbe Outre-mer et tu es aussi collaboratrice parlementaire. Oui. Donc, ça te permet de bien maîtriser quand même les sujets des Outre-mer, puisque ton député, c'est un député de la Guadeloupe. Exactement. Et donc, comment tu vis en tant que collaboratrice parlementaire, parce que tu es au centre du pouvoir, on va dire, où s'écrient les futurs ou où s'annulent certaines lois. Comment tu ressens le rapport entre ce que proposent les élus qui viennent des territoires et qui savent ce dont le territoire a besoin et la présence des autres députés qui ne sont pas des territoires quand il s'agit de voter une loi pour les territoires ? Parce que pour voter, il faut être nombreux. Oui. Et pour gagner, il faut être nombreux. Est-ce que les députés de l'Hexagone s'intéressent au sujet que défendent les députés des territoires des Outre-mer ? Je vais te dire une chose, j'en ai pas forcément l'impression. De ce que j'ai remarqué dans les groupes politiques où il y a des députés d'outre-mer, ce sont eux qui vont se prendre du sujet, ce qui est tout à fait normal, ce sont eux les experts. Mais ensuite, le supporter vraiment, être derrière et faire en sorte que le sujet soit médiatisé, soit sur le devant de la scène, montre l'importance en fait de cette problématique, c'est que quand il y a de très gros sujets comme la loi Vichère. La loi Vichère qui a été portée par la députée de martiniquaise Béatrice Bellet. Je pense que le mouvement populaire derrière a fait que là, c'était vraiment propulsé sur le devant de la scène, ça a été accompagné et ça a forcé donc les autres députés à s'y intéresser et à dire « Ah oui, collègue, on te soutient, parce qu'il n'y avait pas le choix. Attends, tu ne vas pas soutenir ça ?
Qui ne va pas soutenir ça? Donc, en fait, pour que ça marche, il faut d'abord qu'il y ait la rue, quelque part. Pour moi, il faut une pression populaire. Voilà. C'est nécessaire. Et donc, les députés d'outre-mer sont élus par le peuple, ne peuvent pas faire sans le peuple. Et pendant tout leur mandat, ils doivent être soutenus s'ils veulent que les projets marchent, s'ils veulent que les projets soient adhérés. Parce qu'être un député ultramarin à l'Assemblée nationale et venir juste seul avec une loi ou avec quelques collègues, c'est pas suffisant aujourd'hui. C'est pas suffisant. On ne fait pas sans notre territoire. Merci Marie-Élie. Voilà. Et plein de belles choses à toi. Hein. Je sens que les élections arrivent pour plein de choses là et je te vois bien déjà en élection. Enfin, en campagne, on va dire. En campagne. En campagne. J'ai mes idées, je travaille pour qu'elles servent, mais c'est tout. Voilà. D'accord. Tu ne brigues pas de mandat? Non, pas du tout. Bon, bah, écoute, dommage pour la Guadeloupe, hein, mais bon, ça viendra. Merci encore. Merci à toi. De ta présence. Merci d'avoir suivi l'écrin politique et je vous retrouve avec une personnalité tout aussi importante que Marie-Élie Grandbois. Au revoir, à bientôt.